question concernant, un avis surtout concernant le rétablissement du Glass-Steagall Act. Donc ce fameux Glass-Steagall Act qui a été abrogé par un actuel conseiller de M. Obama. Et ce Glass-Steagall Act permet la séparation donc, des banques de dépôt et des banques d'affaires. Un rétablissement de ce Glass-Steagall, je voudrais avoir votre avis tout d'abord là-dessus. Concernant les réserves fractionnaires, il me semble que les accords de Bâle 3 ont été passés début octobre donc dans la fameuse ville de Bâle, qui assure des réserves fractionnaires seulement à 1,5%. Donc c'est assez comique aussi là-dessus. Et je voudrais aussi avoir votre avis sur la notion d'hyperinflation, sur laquelle nous allons déboucher très prochainement suite aux mesures de quantitative easing, donc ces mesures d'assouplissement monétaire, autrement dit, de faire tourner les planches à billets. Qu'est-ce qu'il en est? Et donc en sortie, vous avez cité Madame Le Pen, donc en actrice politique, qui remet en cause cette loi du 3 janvier 1973 votée par notre ami Pompidou. Eh bien, il existe en France un acteur qui s'est présenté au présidentiel en 1995, qui s'appelle Monsieur Jacques Cheminade, et qui est un haut fonctionnaire d'État qui milite depuis donc maintenant quelques années aux États-Unis aussi avec le représentant sénateur Lyndon LaRouche, donc pour le rétablissement de ce Glass-Steagall et une volonté politique à long terme sur des objectifs, notamment le NAWAPA, et de construction d'infrastructures durables. On va citer aussi notamment la construction d'un détroit, d'un tunnel sous le détroit de Bering. Donc c'est des notions assez intéressantes sur lesquelles je vous remercierai de nous éclairer. Merci. Bon, plusieurs aspects dans tout ça, si j'en oublie, vous me rappellerez. Sur le Glass-Steagall, alors ce qui est amusant, si on peut appeler ça amusant, c'est que les mesures qui ont été prises après la première grande crise mondiale, qui était particulièrement une mesure qui destinait à protéger nos dépôts, en séparant les activités de banques de dépôt et les banques d'affaires et financières, les banques n'ont pas cessé d'agir sur le monde politique pour faire détricoter ces réglementations, et ils y sont parvenus sous un gouvernement démocrate, puisque c'était Bill Clinton, je crois, qui était à l'époque président aux États-Unis, et ça a été le dernier rempart qui a été abattu et qui a permis la catastrophe, en fait, l'ouverture, le débridement et le tout et n'importe quoi dans le monde de la finance, qui s'est traduit par la crise des subprimes, la crise mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Donc je ne peux qu'être favorable au rétablissement d'une mesure analogue, d'ailleurs qui a été martelée fortement par notre prix Nobel d'économie qui vient de s'éteindre, Maurice Allais, qui réclamait toujours haut et fort d'une part la réappropriation, la réintégration du pouvoir de création monétaire à l'État et la séparation des activités bancaires pour protéger la monnaie du citoyen des affaires spéculatives. Donc je ne peux qu'aller dans ce sens. D'autres économistes, dont Maurice Allais ne l'exprimait pas sous cette forme, mais ça revenait après au même, ce mouvement de pensée qui s'appelle le 100% monnaie, qui est la proposition de mettre à 100% les réserves obligatoires, au lieu qu'elles soient à 1,5 ou 2%, de dire il suffit de décider que le système des réserves fractionnaires est abandonné et que les banques commerciales, lorsqu'elles doivent prêter de la monnaie, aient l'obligation d'aller emprunter l'équivalent sur la même durée auprès de la Banque centrale. Ce qui permettrait, à ce moment-là, à la Banque centrale, à condition qu'elle ne soit pas indépendante, mais mandatée et sous contrôle de la nation, selon des règles à définir, la Banque centrale pourrait à ce moment-là véritablement mener une politique monétaire et une politique économique insufflée par la nation. Alors que pour le moment, la Banque centrale ne fait qu'accompagner, et c'est le dernier wagon, c'est le dernier roue du carrosse, qui ne peut que constater les dégâts créés par le système bancaire privé. Elle ne contrôle absolument rien. Elle dit qu'elle le contrôle, ça c'est
que la Banque Centrale Européenne, par exemple, avait décidé que de juguler, de contenir la création monétaire à 4,5% par an pour justement éviter l'inflation, puisque la théorie fait que s'il y a trop de monnaie qui est émise, ça créera l'inflation. Vous savez que la quasi unique mission de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix, donc lutter contre l'inflation. Donc la Banque Centrale Européenne avait fixé un objectif de 4,5% maximum d'augmentation de la masse monétaire. Or, depuis les 10 dernières années, grosso modo, la masse monétaire augmente de 10% par an. Donc deux fois plus que l'objectif imposé par la Banque centrale. Si la Banque centrale avait vraiment le pouvoir de contrôle de la politique monétaire, elle ne se laisserait pas dépasser à ce niveau-là. Mais ça prouve aussi qu'un autre élément, c'est de dire, attends, on n'a pas d'inflation depuis 10 ans. Enfin, pas d'hyperinflation dans tous les cas. Si la règle était aussi évidente que dès qu'on émet trop de monnaie, ça se crée par l'inflation, ça aurait dû créer une inflation très, très forte en Europe. Et en fait, eh bien, on s'aperçoit que l'inflation, ce n'est pas aussi mécanique et simple que ça voulait bien le dire. C'est sûr que l'inflation, elle a deux causes premières. L'augmentation mécanique des prix par la tension qui peut exister entre l'offre et la demande. Dès qu'il y a un produit qui est demandé et qui n'est pas disponible, ou peu disponible, ça fait monter le prix de ce produit. Là, c'est tout simplement l'augmentation ou la diminution des prix selon la tension qui peut exister entre l'offre et la demande. Et puis, il y a la quantité de monnaie en circulation par rapport à la valeur de la production disponible. S'il y a beaucoup de monnaie disponible, ça veut dire que les gens ont de l'argent, ils veulent le déposer, mais s'il n'y a pas de production, eh ben, là aussi ça fait monter le prix des choses. Mais ce qu'on a oublié, le facteur qu'on a oublié pour le moment et qui fait qu'il n'y a pas d'inflation importante au niveau de ce qu'on appelle l'économie réelle, donc les biens et services que l'on s'échange les uns les autres, c'est tout simplement que toute cette monnaie qui est créée, elle part dans les bulles spéculatives. Parce qu'elle est créée, la monnaie, pour jouer avec de la monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monnaie qui est créée, elle part dans le casino et elle ne part pas dans l'économie réelle. Au contraire, l'économie réelle, elle a tendance à stagner, à s'appauvrir, puisque je disais, le revenu du travail a diminué de 10 points dans le PIB. Alors que le revenu du capital, lui, a fait quand même monter également, et que les bulles spéculatives sont considérables. Je vous rappelle le rapport tout à l'heure, grosso modo, c'est 3% pour l'économie réelle et 97% pour l'économie financière. Donc on est dans une espèce de pyramide inversée actuellement, où l'économie réelle, qui est soi-disant le prétexte, qui soutient toujours l'économie financière, n'est qu'un petit support, donc c'est le sommet de la pyramide inversée qui repose sur cette économie réelle, et c'est l'énorme casino qui est au-dessus et qui, lui, pour l'instant, absorbe cette monnaie. Sauf que cette monnaie, donc, tout peut exploser du jour au lendemain, les bulles, puisque ce sont des bulles, elles explosent. Donc là, il y a de la perte, évidemment, de monnaie, mais si demain on régule tout ça, effectivement, on peut imaginer qu'il y ait beaucoup de monnaie de la part de ces investisseurs, si on régulait de façon suffisamment sérieuse tout le monde de la spéculation, s'il n'y a plus le débouché possible pour cette spéculation, la monnaie qui sera de nouveau dans la poche des investisseurs cherchera à se placer. Et à ce moment-là, ils iront nécessairement vers les matières premières et vers tout ce qui est nécessaire pour nous dans notre économie réelle. Et à ce moment-là, on peut avoir une flambée des prix sur tout ce qui est nécessaire à nous. Oui. Simplement pour compléter, il faut se renseigner sur la République de Weimar. Donc entre 1911 et 1923, enfin la République de Weimar en 1923 en Allemagne, ce qui s'est passé, ce qu'ont été les conséquences de l'hyperinflation, où les gens, littéralement, les travailleurs se faisaient payer à la sortie, à la rentrée du travail le matin et à la sortie, parce que leur salaire augmentait tellement. En fait, c'est au jour le jour. Au jour le jour. Oui, exactement. Se faisait payer au jour le jour parce que la monnaie était dévaluée dans des quantités phénoménales. Alors il y a ce risque. C'est la bulle sur le monde. Alors il y a ce risque évidemment, et c'est un risque qui
n'est même pas perçu comme un risque aux États-Unis, puisque la Federal Reserve aux États-Unis cherche à provoquer de l'inflation. C'est les déclarations de Ben Bernanke très récemment. Et lui, il voit ça parce que tout simplement, ça permet aux États-Unis, avec de l'inflation, ça diminue en même temps sa dette, parce que plus la monnaie se dévalue, moins, en fin de compte, les États-Unis doivent aux autres. Mais bon, c'est une vue à très courte, c'est une très courte vue, et les conséquences peuvent être assez dramatiques. Dernier point notoire, un plan de relance aussi, de stimulation, donc de 1200 milliards va être voté en catimini par cet acteur nocif, on va dire, pour l'humanité, qui est Ben Bernanke, en début novembre. Donc voilà, c'est... On aurait eu Greenspan, Greenspan, puis maintenant Bernanke, c'est même fléau. Mais c'est les États-Unis et c'est le peuple américain qui va souffrir en premier, parce que s'il y a bien une nation qui risque de souffrir énormément dans les années à venir, c'est les États-Unis. La résistance s'écrit et s'écrira encore. Je propose qu'on fasse encore une question. S'il y a encore une question. Bonsoir, je voudrais revenir sur des exemples que vous pourriez nous donner d'économie locale. J'ai des choses que je n'arrive pas à intégrer. Économie locale, ou bien on vit en autarcie partielle ou totale avec une grosse diminution de son train de vie, je dirais, et puis je vois la chose possible, à condition que l'État ne fasse pas trop chier, bien sûr. Mais l'exemple que je me mets dans la tête, on décrète une économie locale. Un artisan, il construit une maison, il gagne 100 000 Scooby-Doo. Mais il a un camion, il a des charges à payer, il a du matériel à payer, il ne le paiera pas en Scooby-Doo, tout ça. Et puis les autres, ceux qui le payent en Scooby-Doo, quelque part, j'arrive pas à m'imaginer la chose. Est-ce que vous pourriez développer? Alors, tout dépend de l'importance et de la diversité du réseau. L'une des premières monnaies, mais qui n'est plus locale, qui est devenue nationale, monnaie complémentaire, qui est apparue après la première grande crise, c'est en Suisse, avec le système VIR. C'est une monnaie complémentaire au franc suisse, donc créée par une coopérative, la coopérative VIR, et il y a aujourd'hui 60 000 entreprises en Suisse qui utilisent cette monnaie, en plus du franc suisse. Donc ça ne remplace pas, mais ça vient en plus, mais ça joue justement un rôle de stabilisation très, très intéressant, puisque lorsque l'économie nationale flanche, le VIR vient remplacer. Donc ça, c'est un exemple. Ou à un niveau beaucoup plus petit, alors, si, une observation. Je me dis tout souvent que mes parents et mes grands-parents, bien sûr, ont souvent parlé de leurs conditions de vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et s'il y a bien une chose qui a, je suppose, sauvé les gens, ou une bonne partie de la population, et qui fait que je suis peut-être vivant aujourd'hui, c'est qu'à cette époque, 40% des Français étaient des paysans, et que nous avions une production vivrière locale, et que tous les gens qui étaient dans l'exode et qui étaient dans des conditions de vie difficiles à l'époque, avaient toujours un tonton, une tata, un grand-père, un parent quelque part dans une ferme, qui les a nourris. Imaginez la même chose aujourd'hui. Impossible. On est tellement dépendant des marchés extérieurs. Moi, je travaille, puisque je circule beaucoup pour mes conférences et autres, je traverse la France, je vois des prairies, des prairies, des prairies. Ah, on fait du bovin, oui, d'accord. Mais la production vivrière, il n'y en a pas, ou très peu. Or, il me semble que s'il y a dans ce monde une économie au service de l'homme et de la planète, s'il y a un objectif à atteindre pour l'économie mondiale, c'est d'assurer à tous les peuples et à l'intérieur des peuples localement le plus haut niveau possible d'autonomie, au moins au niveau de ce qui est nécessaire pour la survie. Ça, pour moi, ce serait un objectif